Ben, merci à toutes et tous d'être là, connectés par visio ou dans la salle. On est le réseau entrepreneur de Mine Paris Alumni. Donc pour l'instant, c'est Jean-Pierre peut-être qui peut lever la main, Benjamin qui peut lever la main, et il y a aussi Florent Gasto qui a mis en pause sa formation dans le MSCDI, mais qui est VC, et moi-même qui animons ce réseau. L'idée, c'est de réunir tous ceux qui sont acteurs de l'écosystème, entrepreneurs, investisseurs, BA, experts, enfin ceux qui sont curieux, qui veulent se lancer. Je trouve ça super cool que tu sois là, Joss, donc c'est le but. Et on organise des événements. C'est notre activité principale, mais on va aussi certainement vous partager les actualités de l'entrepreneuriat dans le réseau, les levées, les nouvelles boîtes, les projets, etc. Donc vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas encore accès, lorsque vous aurez accès au site, vous pourrez rejoindre le groupe. Ce sera le meilleur moyen d'obtenir les infos. Pour ceux qui ne sont pas du MS Deep Tech, vous allez profiter d'un plus grand nombre d'événements qu'auparavant, puisque les étudiants du MS Deep Tech vont en organiser pour le réseau. Donc voilà, on a copié le corps des mines et plein d'autres formations qui exploitent les étudiants pour organiser des événements. Mais c'est une très bonne idée. Voilà. Donc là, on essaye un nouveau format aujourd'hui, qui est le format table ronde, un peu de témoignage avec des entrepreneurs du réseau. Donc Christophe et Gabriel, qui ont deux boîtes assez différentes. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Hop, attendez, je le fais. Voilà. Qui ont deux boîtes assez différentes. C'est ça qui est cool. J'ai préparé, enfin, on a fait un petit call de préparation, donc on a quelques questions prêtes. Mais après, j'ai envie de vous passer le micro dès que vous levez la main. Donc, préparez aussi vos questions. Et pareil, dans le Zoom, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et on les lira. Outre avant qu'on se lance dans la table ronde, outre les événements, il y a plein de projets un peu entrepreneuriaux salut, dans le réseau, bonsoir. Et notamment, il y a ceux qui font de l'investissement participatif, tout ça, il faut qu'on en parle. Mais voilà, il y a des projets comme ça. Voilà, il y a plein d'autres choses, mais on pourra en parler autour du cocktail, qui sera au carreau, pour ceux qui savent. Et sinon, les autres, vous suivez. Donc, je vais laisser Christophe, peut-être tu veux te présenter pour commencer? J'en déduis qu'on commence par le plus petit. Donc, si je me présente, le micro, ça va? Euh, Moi, je suis un ancien des mines. Et puis, juste pour que vous voyez à quel point je suis vieux, j'ai vu arriver Internet aux mines. Donc, c'était au siècle dernier. Euh, et j'ai un parcours dans des grandes entreprises comme le BCG, Amazon, Schneider Electric. Et un peu par hasard, j'ai créé une start-up il y a 7 ans et elle est encore vivante. Je ne sais pas si c'est maintenant que je parle de la start-up ou un peu plus tard. Très bien. Ok. Et de mon côté, donc, je suis né avec Internet, on va dire. Et moi, j'ai fait le SPCI à la base, donc je suis physicien de formation, très tourné laboratoire. Et j'ai voulu donc connaître un peu le monde en dehors du labo. Donc, j'ai fait première promo de double diplôme avec les mines. Donc, je suis officiellement ancien élève. Et après beaucoup de pérégrinations, un doctorat et certains essais en start-up, j'ai décidé de créer mon entreprise il y a 4 ans, tout pile. Elle est également encore en vie, on n'a pas autant de galons, mais est ravi de vous la présenter aujourd'hui. Voilà. Est-ce que du coup, maintenant, vous pouvez présenter vos. Je dis pas vos projets, mais vos boîtes, du coup, chacun. Donc, je vais continuer. Notre entreprise s'appelle Colibri. C'est une start-up deep tech. L'idée, c'est de faire de la bioproduction. Donc, en gros, faire des médicaments innovants, tout ce qui est cellules souches, cellules immunitaires, thérapie génique, et de le faire en inventant une nouvelle machine, un nouveau bioréacteur, une nouvelle machine à faire pousser des cellules. Et on le fait en ajoutant dans cette machine des ultrasons. Donc c'est vraiment une idée très très innovante qui est issue de mes travaux de recherche passés. L'originalité, c'est on n'est pas une spin-off CNRS, contrairement à la structure de boîte qu'on voit souvent en France qui font iLab, iNov, etc. On s'est rencontré avec mon associé dans un programme entrepreneurial à Paris qui s'appelle Entrepreneur First, basé à Station F. Et on a commencé avec zéro, rien du tout. Des idées papier, pas de labo, pas d'employés, juste de l'investissement en VC. C'est la spécificité, c'est là où j'ai une lumière particulière à apporter ce soir, c'est que c'est du VC business. Donc nous, on fait que de la levée de fonds, de l'augmentation de valorisation de boîtes, et en théorie, on aura probablement jamais de clients.
Donc, on avait cette idée de faire une meilleure machine que l'état de l'art. On s'est lancé avec rien en début 2021. Depuis, on a fait donc 2 levées de fonds. On a donc une petite dizaine d'employés aujourd'hui. On a un laboratoire, on a des prototypes, on a des partenaires, proto-clients. Et l'idée, si tout va bien, c'est à un moment de transformer le prototype qu'on a en un produit commercial qui aidera donc les manufacturiers pharmaceutiques à produire les thérapies cellulaires et géniques à coût plus abordable pour le système de santé. Donc voilà en quelques mots, Colibri. Et moi, cette question de présenter la boîte, elle m'obsède depuis hier. Je fais du vélo et sur mon vélo, j'arrête pas d'y penser. Comment est-ce que je vais vous présenter la boîte? Et je vais commencer par une mauvaise présentation. Donc, elle s'appelle IOLAB. On est une boîte qui produit de la donnée liée au e-commerce, en particulier Amazon, pour des clients comme L'Oréal. Une façon de présenter l'entreprise serait de dire qu'est-ce que IOLAB fait? Je pourrais vous dire, IOLAB est capable d'estimer les ventes de n'importe quel produit, n'importe quelle marque, sur n'importe quel site Amazon, par marchand et par article. Ça, c'est ce qu'on est capable de faire techniquement. Moi, je pense que c'est une mauvaise présentation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et si oui, pourquoi? C'est comme le vin. Tant qu'on n'a pris que de la piquette, on ne se rend pas compte. En fait, cette façon de présenter la boîte, c'est une façon orientée savoir-faire, c'est une façon orientée ingénieur. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? En fait, on a une idée et on la met en pratique. Et moi, il y a un truc dont je me méfie comme de la peste, c'est les idées. Et d'ailleurs, ça m'amène à une définition de l'innovation. Je discutais avec un professeur d'une business school. Il disait l'innovation, c'est la capacité à transformer des idées en factures. Parce qu'une idée en tant que telle et un savoir-faire technique, en gros, ça sert à rien. C'est une vision d'ingénieur, on est capable de faire un truc, so what? Et il y a une autre théorie qui circule dans certaines business schools, qui est la théorie du job to be done. Est-ce que ça vous parle? Donc, moi, je suis dans un domaine B2B, je vends à des grands groupes. Si vous ne savez pas ce qu'est le job de votre interlocuteur et de votre client potentiel, vous ne pouvez pas lui vendre. Donc, il faut comprendre, lui, à la fin de la journée, il a besoin d'aller voir son manager et dire, j'ai atteint tel objectif. C'est juste ça qui l'occupe. Et dans quelle mesure vous donnez un élément de réponse? Et donc, une autre façon de présenter, donc je fais l'hypothèse que ma première présentation, que je ne trouve pas bonne, vous l'avez comprise. On est capable d'estimer des ventes. Je donne une autre définition. On est capable d'aider les équipes e-commerce de L'Oréal à s'assurer qu'Amazon respecte des accords commerciaux. Je présume que vous comprenez moins. Mais en fait, je n'en ai rien à faire. Parce que les gens de L'Oréal, eux, ils comprennent. Et vous n'êtes pas mes clients. Par contre, les gens de L'Oréal, eux, ils payent pour ça. En fait, c'est ça que je vais vous montrer. C'est que la compréhension du besoin du client, elle est cruciale. Et en fait, tant que vous n'avez pas compris à qui vous allez vendre et quel est le job to be done et comment vous pitchez ce que vous allez faire, et en fait, il n'en a rien à faire de comment vous le produisez tant que vous l'aidez à faire son job to be done. Et donc, nous, on a une technologie qui permet aux équipes e-commerce de boîtes comme L'Oréal, dans le monde entier, de faire mieux leur boulot. Et pour ça, ils sont prêts à payer très cher. Donc, on a un basket value qui est plutôt élevé parce qu'on a un impact très fort sur leur business e-commerce. Et cette technologie, ces données, on les vend en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, à Singapour, you name it. Et on travaille avec des gens comme L'Oréal, Coty, Chanel et d'autres. Donc voilà qui on est, une petite boîte, certains disent une start-up, moi je pourrais dire une PME, d'une quinzaine de personnes, avec des gens dans le monde entier, qui répondent à un besoin très spécifique des équipes e-commerce de grandes marques dans le monde. Et donc, ça, je trouve que c'est une meilleure réponse. Peut-être qu'elle est moins intelligible par le commun des mortels, mais elle est plus adaptée aux besoins des clients. Et du coup, si on essaye de faire le parcours peut-être du début et les levées où on va y venir aussi, mais du coup, comment est-ce que vous avez chacun un peu eu cette étincelle les premiers jours pour
pour votre entreprise, pour ceux qui veulent se lancer ou ceux qui sont au début d'une aventure? Alors, des étincelles, j'en ai pas eu, hein. Faut pas se rêver, faut pas rêver. Les idées que j'ai eues, elles étaient mauvaises. Euh, j'ai pris beaucoup de temps à trouver en fait le job to be done. J'ai beaucoup copié, c'est-à-dire que j'ai vu ce que d'autres faisaient, j'ai copié, et en fait, c'était un long cheminement jusqu'à trouver le product market fit, trouver, enfin, faire le chemin entre ce qu'on sait faire d'un point de vue technologique et le go-to-market et trouver les interlocuteurs, c'est vraiment été un long chemin plutôt pénible. Et il n'y a pas eu de moment eureka. Les moments eureka, en fait, j'ai eu de mauvaises idées. Il n'y avait pas de marché vraiment adressable significatif. Euh, J'aurais tendance à dire ne pas se faire confiance. Et on peut un peu s'emballer, croire qu'on a des bonnes idées. Encore une fois, les idées, je m'en méfie comme de la peste. Bah, je suis assez d'accord. Je pense que le mythe de la personne qui se réveille avec une idée géniale, qui en parle à personne et qui conquiert un marché complet avec, ça n'existe pas. En soi, je pense que c'est important d'avoir un appétit pour la création. C'est pour ça que vous êtes ici. Et en fait, c'est pas la peine de vouloir créer à tout prix une startup en IA, en deep tech ou autre chose. Ça peut être une création de restaurants, d'agences de voyage, etc. Ça reste de l'entrepreneuriat, mais avoir quand même cet appétit. Moi, c'est quelque chose qui m'animait. Je l'avais compris en passant ici, en parlant, en passant en thèse et en voyant que ce qui m'intéressait, c'était de fabriquer des machines pour mes collègues, pour des potentiels partenaires, de partir de rien, avec une feuille de route assez libre, avec des sujets deep tech. De savoir que, a priori, le boulot du côté business, c'était pas ce qui m'intéressait, c'était plutôt le côté technique, labo, etc. De savoir que certains aspects de la science que je maîtrisais, bah, je voulais les pousser en avant, et dans un domaine qui m'intéressait particulièrement, la santé, en l'occurrence. Et que tout ça, c'était très bien, mais je me connais aussi, et faire ça tout seul, ça n'aurait pas marché. Trop procrastinateur, pour rester poli. Et du coup, je cherchais un associé, et c'est pour ça notamment que j'ai rejoint un programme d'entrepreneuriat. Et savoir tout ça à l'avance, en fait, donc vous noterez que je ne vous ai pas donné une seule idée de tout ça, parce que je n'en avais pas. Ça permet en fait de trouver quelqu'un qui va compléter vos compétences, qui va compléter vos appétences. Et après, en fait, on essaye, jusqu'à trouver quelque chose qui semble intéressant. En rediscutant avec des potentiels clients, on se rend compte qu'on n'a pas du tout compris leurs besoins. Donc on recommence, on reformule, on pivote, etc. Et c'est long et c'est fatigant, mais à un moment, bah, ça peut marcher. Et le but, c'est ça, c'est de continuer à challenger, de continuer à essayer de trouver la solution qui va répondre à un besoin client, trouver quelque chose qui va être achetable parce que quelqu'un veut répondre à un problème avec, et idéalement ne pas se perdre soi-même en chemin. Et donc du coup, ça ressemble à ça, en tout cas pour moi au début. Donc une envie de créer, comprendre pourquoi et comment j'ai envie de le faire, et rejoindre une formation, comme vous le faites ici, pour trouver les bons outils ou les bonnes personnes avec qui se faire. Si on descend justement un petit peu dans cette histoire de trouver ce que les gens sont prêts à acheter, ce que tu as appelé le product market fit, euh, les deux entreprises sont, enfin, les deux projets entreprises sont très différents puisque peut-être que tu as pu vendre des choses que les gens finalement ne voulaient pas assez. Ça, et le produit a aussi beaucoup évolué avant que tu atteignes un fit. Alors que Gabriel, enfin, je parle à Christophe et Gabriel ensuite essaye de vendre des choses qui seront prêtes dans très longtemps, si je caricature. Comment est-ce que comment est-ce que c'est différent pour chacun? Dans mon cas, en fait, on veut vendre un produit qui n'existe pas. Et donc, en fait, on essaye de convaincre des tiers, qui ont de l'argent, qui veulent l'investir, et ben, que ce produit sera vraiment mieux que ce qui existe déjà, que ça va générer beaucoup d'argent, que l'entreprise est un pari, on va dire, raisonnable pour multiplier leur investissement. Et donc, pour justifier quand même tout ça, il faut qu'il y ait justement un produit intéressant, où il y a une analyse de marché, il y a une découverte de clients qui est très poussée à faire pour aller identifier justement un besoin qui n'est pas résolu. Idéalement, un besoin qui n'est pas résolu pour lequel les gens seraient prêts à payer, et en sachant que si un stagiaire ou un doctorant peut le faire, ben, les gens ne payent pas, littéralement. Et donc, toute ton étude de cas, tu la construis en permanence, tu la mets à jour parce que le marché évolue, parce qu'il y a des produits qui sortent, etc. Et tu construis ton cas en montrant comment ton idée, donc ton espèce d'approche technologique basée sur des travaux CNRS, basée sur les travaux de la startup, pourrait y répondre, sous quel intervalle de temps. Et du coup, est-ce que ben, la proposition complète, elle est cohérente.
Donc en soi, quand tu veux faire une levée de fonds, tu dois vendre à 2 personnes, tu dois vendre à des futurs clients qui expriment leur intérêt avec du papier au début, et tu dois vendre aussi donc, le projet pour arriver à ce produit théorique à des gens qui vont t'aider à y arriver en te prêtant de l'argent, des investisseurs. Oui, donc ton PMF, entre guillemets, peut-être pas le bon mot, mais du coup concerne des clients qui vont pouvoir, enfin, des potentiels clients qui vont pouvoir témoigner de leur intérêt auprès des investisseurs et qui, eux, vont se lancer dans l'aventure. Ça, c'est mon stade actuel, Oui, parce c'est le stade actuel. Oui. qu'on n'a pas encore justement prouvé de PMF. Mais une fois qu'on sera sorti, on va dire, de l'allée pré-amorçage, amorçage, etc., que nos petites machines seront plus en plastique mais en métal et qu'on commencera à les vendre de l'argent, et ben c'est là que le PMF en question il va être validé ou pas. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que le pari réalisé il y a 4 ans, cette machine-là résout un besoin solvable, c'est la réalité ou pas. Et c'est probablement pas dans la vraie vie. Et il faut faire évoluer l'offre. Il faut aller parler à d'autres gens, ajouter d'autres fonctions ou enlever beaucoup de fonctions. Et c'est comme ça justement que ton entreprise peut continuer. Justement, Christophe, quand on discutait tous les trois l'autre jour, tu as fait la remarque que toi, ton entreprise, et c'est en lien avec le PMF aussi, la rapidité d'itération certainement, était probablement contenue dans ton MacBook et dans quelques serveurs que tu louais, versus des labos, une technologie, une propriété intellectuelle qui avait pris beaucoup de temps à développer et qui prendrait du temps à adapter aussi s'il y avait pas, si on ne s'adapte pas au fur et à mesure. Comment est-ce que toi, tu as pu itérer dans ton contexte? Je réfléchis, en fait, j'ai perdu énormément de temps. J'ai vraiment été médiocre, hein. C'est-à-dire que la cycle d'itération n'a pas été assez rapide. Après, je suis peut-être un peu sévère avec moi-même ou avec l'équipe. Vous avez une question, c'est la maturité du marché. Nous, par exemple, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est le Covid. C'est cynique à dire, c'est triste à dire, mais en fait, le Covid nous a beaucoup aidé parce que le Covid a vraiment favorisé l'accélération du commerce dans le monde. Et donc, il y a plein de marques qui se sont dit, il faut vraiment développer des activités e-commerce. Donc, pour nous, ce que j'appelle le sous-jacent est très porteur. Et donc, parfois, on essaie d'itérer, mais ça ne sert à rien. Le marché n'est pas prêt. Et même en face de vous, vous avez différentes typologies de clients ou potentiels clients avec des early adopters, des gens qui traînent, des gens qui hésitent. Moi, je suis sur des cycles de vente très longs. Il y a des gens qui leur courent après depuis genre 4 ans. Et on est toujours en contact. Mais là, j'y crois. Je pense que là, c'est bon. On va conclure. Mais, et c'est ce que disait un de mes actionnaire. Il disait, ne te fatigue pas. Parfois, parle pas avec certaines personnes, ils ne sont pas prêts. Donc, il y a aussi cette lucidité de se dire, c'est pas forcément soi, c'est que le marché ou certains marchés ne sont pas prêts. C'est aussi ça qui m'a incité à aller aborder le marché américain. En fait, moi, je me suis concentré sur des early adopters, sur un marché très mature qui est le marché américain. En me disant, en gros, les boîtes à la traîne un peu rétrogrades européennes, je ne vais pas m'acharner à faire d'évangélisation. Moi, je suis pas là pour être l'apôtre et leur expliquer qu'il faut faire truc et machin s'ils n'en ont pas envie. Si par contre, j'ai d'autres clients qui sont beaucoup plus matures, qui sont prêts à payer pour ça, je vais vraiment sur le low hanging fruit. Et donc, ma leçon serait ne pas s'acharner à essayer de convaincre des gens qui n'ont pas envie d'entendre. Avant de passer la parole à la salle et au Zoom, vous avez j'aimerais souligner une différence que vous avez qui est assez majeure, surtout pour quand il y a beaucoup d'investisseurs dans la salle, c'est que l'un de vous a levé significativement, disons, et l'autre beaucoup moins. Et est-ce que vous voulez en parler un petit peu de votre aventure de lever, etc. Donc, moi, j'ai quasiment pas levé. J'ai juste levé un petit peu. Alors, j'ai une question pour vous. Entre une banque, un VC et un client, qui a la plus forte aversion au risque, d'après vous? Alors après, c'est sur la base de mon expérience, mais donc entre une banque, un client et un VC, qui a la plus forte aversion au risque? Le VC. Le VC. Enfin, moi, sur la base de mon expérience, les VC, rien à espérer. Par contre, moi, je sais pas si c'est la chance, mais j'ai des super clients. J'ai des clients qui ont financé de la recherche et qui continuent à le faire et qui, en plus, me payent d'avance.
Donc, ils me donnent l'argent avant même que j'ai des livrables. Ils font confiance et donc j'ai des conditions de paiement qui sont plutôt chouettes. Moi, j'ai un BFR négatif, hein. C'est-à-dire que j'ai des contrats. Quand je démarre l'année, j'ai déjà le cash. Donc, je force un petit peu le trait, mais c'est quand même pas mal. Et même, j'ai des clients qui ont tellement d'argent en fin d'année qu'en fin d'année, ils me disent, est-ce qu'on pourrait payer plus tôt? Ça, c'est pour les clients. Euh, la deuxième catégorie, c'est les banques. BPI France, formidable. Franchement, BPI France, c'est de la providence, hein. Et avec du financement non dilutif, des prêts, un petit peu de subvention, mais surtout des prêts dans des conditions favorables. Euh, un autre financeur, l'État français, avec le statut GEI, l'allègement de charges, le crédit impôt recherche, dont on parle malheureusement dans l'actualité qui est remis en cause. Et en toute dernière fin, les VC. Mais, mais donc, nous, on a trouvé un chemin. On n'a pas réussi à convaincre les VC, sans doute pour différentes raisons, de taille de marché, peut-être de cycle de vente. De mon point de vue, les VC, ils veulent de l'argent facile. En gros, ils veulent du ROI facile, avec un cycle de vente court, un grand nombre de clients pour diluer le risque. Et moi, j'étais sur une typologie de gros basket value, des clients en nombre limité dans le monde, mais avec un gros chiffre d'affaires par client et un temps de cycle long. Donc, je ne répondais pas aux tests d'investissement de beaucoup de VC. Mais donc, moi, je remercie chaque jour que Dieu fait mes clients, des gens comme Chanel, des gens comme L'Oréal, des gens comme Coty, euh, dans les banques BPI France, le CIC, des banques très traditionnelles en fait. Je suis profondément d'accord avec le fait que le VC, donc capital risqueur en français, n'aime pas du tout le risque. C'est très contre-intuitif. Et moi, en tout cas, dans mon opinion, il faut vraiment adapter on va dire l'envie de lever, le besoin de lever de l'argent, de trouver de l'argent, peu importe la source, avec la stratégie et les ambitions de l'entreprise. Et en général, si on peut se passer d'aller trouver de l'argent, donc plus compliqué chez un capital risqueur, chez l'État, chez les banques, et qu'on peut directement faire du client et que ça marche très bien, ben je pense que parfois, ce n'est pas la peine de se casser la tête à vouloir lever des tonnes et des tonnes d'argent parce que ça coûte cher, parce que c'est compliqué, parce que ça prend du temps et c'est fatigant. Et j'ai un complément, je voudrais aussi prendre, dire merci à mes business angels. C'est-à-dire que j'ai quand même levé un peu d'argent avec des business angels, dont un ancien des mines, Romain Nicoli, qui est l'un des cofondateurs de Criteo, qui est une entreprise que certains connaissent, qui est le cofondateur de Pigment, qui est une licorne française. Il y aura aussi quelqu'un comme Xavier Niel. C'est des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, mais qui veulent rendre à l'écosystème. Et ils ont un rôle crucial et ils sont très en soutien. Quelqu'un comme Romain Nicoli, j'étais en vidéo avec lui, on a des réunions tous les trimestres, il suit ses investissements, il est impliqué, il donne des encouragements, il donne des conseils. Vous avez des gens dans l'écosystème en France qui ont une vraie forme d'altruisme et de générosité et qui veulent rendre à l'écosystème. Et je pense qu'il faut en avoir conscience et leur dire un grand, grand merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle déjà? Oui. Attends, alors, il faut juste qu'on circule le micro, comme ça tout le monde entend. Merci. Je rebondis sur ce que tu as dit à l'instant qu'un business angel, c'est pas comme un VC. Tu as parlé de Xavier Niel. Comment est-ce qu'on fait pour aborder Xavier Niel? Alors, d'abord, de pas Xavier Niel, mais en fait, tu trouves très rapidement dans n'importe quel accélérateur les coordonnées de Kima Ventures, qui est son bras armé. Et en fait, la stratégie de Kima, c'est de donner plein d'investissements. C'est toujours le même ticket, c'est 100K, avec une due diligence qui dure, dans le meilleur des cas, 30 minutes, qui se déroule autour d'un café avec un de ses représentants, et c'est réglé. Et ensuite, en termes de suivi, une fois par an, je reçois un mail où on me demande de confirmer en cliquant sur un bouton que la boîte est encore active, et ça s'arrête là. Ah ben, dans Angel, il y a vraiment Angel, hein. Mais, et donc, je ne connais pas personnellement Xavier Niel et je ne pense pas que je vais passer un week-end avec lui anytime soon. Mais je pense qu'il y a vraiment une forme de, oui, d'altruisme, voire de philanthropie. Et c'est des gens qui contribuent à créer de l'emploi qualifié en France.
Juste pour ajouter mon expérience là-dessus, être à Station F, ça permet de croiser Xavier Niel relativement régulièrement. C'est pas une blague. Et il est très accessible pour autrui. Alors moi, à chaque fois que je l'ai vu, il était ou bien avec un président ou un ministre. Donc, je n'ai pas osé aller le déranger, mais c'est vrai qu'il passe souvent. Je prends la suivante. Donc, vous avez eu deux manières de vous financer assez différentes, et puis vous aviez aussi des parcours différents avant ça. Est-ce que euh, ça a été des choix faciles à faire? Est-ce que je m'endette? Est-ce que je lève des fonds? Est-ce que c'était des sujets où vous aviez déjà une culture importante, ou est-ce que au contraire vous avez eu besoin d'avoir de l'aide, des conseils pour faire ces choix-là? Et où est-ce que vous avez trouvé cette aide, si vous en avez besoin? Ben, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut adapter en fait l'ambition de lever des fonds avec l'ambition de l'entreprise. Nous, on s'est formé dans un truc entrepreneurial, Entrepreneur First, qui est un fonds VC. Donc, eux, ils vont pousser leurs fondateurs à dire, allez, on fait une licorne, etc. Donc, on va orienter le coaching vers un marché qui est global. On va orienter la roadmap vers quelque chose qui est assez rapide pour essayer justement d'avoir une valorisation qui est très pentue, grosso modo. Et donc, du coup, quand on se lance comme ça, c'est assez tentant de se dire, bon, ben, on va lever des fonds et on va se servir de ces fonds pour financer la R&D de notre entreprise. Dans mon cas, c'était une énorme erreur parce que ne pas avoir dérisqué, on va dire, le fonds scientifique ou technologique, c'est la meilleure chose pour aller se casser la figure en allant faire des due diligence à gauche et à droite avec des fonds d'ici. Et donc, l'aide à trouver, je pense que c'est très important, déjà, de demander de l'aide dans les réseaux qu'on connaît. Nous, Entrepreneur First, un très bon fonds, on va dire, de VC, généraliste. Et je dis généraliste parce que ce n'est pas du tout des spécialistes en deep tech et en biotech, qui est notre domaine. Et ce n'est pas du tout la même façon de réfléchir qu'ont les fonds spécialisés biotech ou les fonds qui font du B2B SaaS ou de l'IA, par exemple. Et du coup, il y a beaucoup de temps à ne pas perdre dans une levée de fonds, en sachant déjà à quel VC aller parler, à quel VC ne pas aller parler, parce que ça ne sert à rien, il n'est pas dans notre domaine, il n'est pas au bon stade, il ne fait pas les bons tickets, d'un point de vue taille. Et pour moi, le plus simple, après ces 4 ans, ça serait de trouver quelqu'un, un individu, un mentor, un BA peut-être, qui a déjà fait ça, idéalement dans le même domaine, et qui va pouvoir en fait faire gagner beaucoup de temps, rassurer potentiellement dans toutes les situations où on se pose des questions, on a des doutes. Et au-delà donc de tous les repositories, on va dire en ligne qui existent, qui peuvent expliquer tout ça de manière très complète mais très froide, avoir un humain à côté de soi qui peut justement faire tout ça, je pense que c'est assez important. Et vous êtes déjà dans un réseau qui comporte des gens comme ça. Continuer à discuter avec des gens et demander justement des recommandations, c'est un moyen de trouver des gens comme ça également. Alors, un autre éclairage, c'est, enfin, si je schématise, les VC cherchent des boîtes qui ont une courbe de croissance en hockey stick. Vous voyez le truc comme ça. Je pense qu'il y a des voies respectables pour créer une entreprise qui a un taux de croissance significatif, qui pour autant ne va pas faire un nouveau Google et qui peut être rentable, avoir une croissance organique rentable. C'est notre trajectoire. Ce n'est pas la trajectoire qu'aiment les VC. En fait, il faut savoir où on habite. C'est pas idéal de vendre du brocoli dans un restaurant de viande. Et donc, moi, je suis plutôt brocoli. Les VC, ils aiment la viande. Ça ne va pas coller. Mais par contre, il y a sans doute, pour moi, une trajectoire pour continuer à croître, à faire une boîte rentable avec des emplois qualifiés. Et je pense que c'est pas une honte. C'est-à-dire qu'il y a différents modèles de développement de start-up. On a sans doute souvent tendance à penser uniquement au modèle financé par les VC avec une croissance très forte et des prises de risques importantes. Il me semble qu'il y a d'autres trajectoires possibles. Une question sur l'équipe de fondateurs. Donc, ce matin, j'ai eu beaucoup de questions et à nouveau, en arrivant ce soir, puisque j'ai indiqué que les BA n'aimaient pas les startups où il y avait un seul fondateur. Alors, est-ce que vous étiez plusieurs? Je veux comprendre que oui, mais donc voilà. Et pourquoi est-ce que vous étiez plusieurs et est-ce que vous auriez pu créer tout seul votre startup?
Alors, nous étions deux. Je réfléchis. Enfin, pour simplifier, on va dire deux. Moi, la dernière fois que j'ai écrit une ligne de code, c'était encore au siècle dernier. Ça existe encore du C++? Bon. Donc, c'était du C++. Il n'y avait pas encore Windows, vous voyez le truc, quoi. Donc, j'avais un léger déficit technique. Et donc, je me suis associé avec quelqu'un qui prenait toute la partie code et moi, je faisais le reste. Euh, il s'avère qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il est parti depuis 1 an. Pourquoi? Parce que nous, on est dans une phase de relative maturité. Au sens technique, on travaille des grands comptes. J'ai cité L'Oréal, je cite Chanel. On a des impératifs techniques de sécurité, de scalabilité. Les enjeux techniques ont changé par rapport à la phase de démarrage. Et donc, mon CTO de l'époque, lui, préférait le côté défrichage, construction d'une architecture ex nihilo, ce qui est tout à fait respectable. Mais d'un point de vue technique, aujourd'hui, les enjeux qu'on a, ce n'était pas vraiment ce qui lui donnait envie. Donc, il est parti sur un autre projet, vraiment from scratch à nouveau. Et c'est pas mal. Je pense que c'est juste une trajectoire comme une autre. Mais effectivement, au début, j'étais avec quelqu'un et en fait, j'ai fait évoluer le profil. Et voilà, et moi, je suis encore là. Je pense que je suis exactement dans le cas de ce CTO-là. On est toujours dans le développement, mais que c'est important de savoir justement, même dès le début, que potentiellement on ne sera pas aux manettes toute sa vie et que c'est pas grave. Moi, je suis par contre un cas d'école de pourquoi l'équipe c'est important et pourquoi l'équipe c'est compliqué, puisque donc nous étions deux, donc je parle au passé, puisque mon associé est en train de quitter l'entreprise suite à un conflit entre fondateurs. Et donc du coup, l'exemple que nous on porte, c'est qu'on s'est rencontrés dans un programme entrepreneurial un peu comme le Y Combinator aux USA, où on met la moitié de profil business, la moitié de profil technique dans un sac, on secoue, et il y a des super équipes qui sortent. C'est des gens qu'on n'a jamais vus de notre vie. On commence à monter des boîtes qui veulent toutes être des licornes ensemble, et ils ont un canevas pour essayer de voir avec qui on va s'entendre, mais dans les faits, évidemment que ça ne marche pas tout le temps. Et donc du coup, ils ont un modèle, et c'est des équipes de 2, pas de 1, pas de 3, de 2, parce que c'est sûrement le truc le moins risqué pour eux. Et donc, on impose que dans les parts, les deux soient symétriques. Et donc, quand on parle avec des investisseurs, ça, il faut le défendre. Pourquoi c'est symétrique? Comment vous gérez si vous avez un conflit, par exemple? Parce que du coup, vous n'avez pas l'un qui est au-dessus de l'autre d'un point de vue décision, etc. Et donc, du coup, c'est des choses, par exemple, dans mon cas, que moi, j'avais complètement mis par-dessus mon oreille, que j'ai payé très très cher cette année, parce que du coup, ça conditionne complètement la solidité de la boîte. Et j'étais très content de faire ma science dans mon coin, super heureux au labo. Non. Quand on monte une entreprise, quand on devient associé, la responsabilité en tant que mandataire social, c'est de comprendre les tenants et les aboutissants de la constitution de l'entreprise, des statuts, et d'imaginer, si possible, tous les cas de figure, même si on est super copains au début, même si on est super copains à la fin de la première année. On reste humain, hein, donc des disputes, ça arrive pour une raison X ou Y, parce qu'on est fatigué, parce que c'est dur, parce qu'on n'a plus envie. Et pour que l'entreprise puisse continuer ou puisse être valorisable pour des tiers, il faut être sûr que le contrat de mariage, le contrat qui régit l'entreprise, protège cette entreprise des associés qui peuvent justement ne plus être d'accord entre eux. Et donc, du coup, je pense que c'est aussi important de savoir avec qui on peut travailler, avec qui on s'entend, qu'est-ce qu'on cherche chez quelqu'un pour établir une relation de confiance. Parce que c'est pas c'est pas quelqu'un avec qui on va travailler 3 mois et dont on peut se séparer facilement. Il faut imaginer quand même que c'est vraiment un lien fort de créer une boîte et on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. C'est assez important. Je ne sais pas si ça complète ce que vous vouliez savoir, si vous aviez des questions plus précises. Je veux juste savoir un peu plus sur le moment quand il faut séparer le mariage, parce que, en fait, mon premier aventure entrepreneuriat, exactement, mon CTO, il est parti pour raison X, Y. Donc, le projet, il est en dormant. Bon, je ne regrette pas le processus, on entend toujours bien, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, lui, il a envie de faire l'autre chose, il a besoin d'argent, il a son enfant qui vient naître, donc voilà.
Donc, il va rejoindre de grandes entreprises. Donc, notre projet n'a pas pu avancer. Mais heureusement, je suis très d'accord avec toi qu'on n'a pas financé mon premier aventure parce qu'on sait, plus de moi, je sais que si on prend l'argent de BC, ça va être trop risqué, ce n'est pas possible. Donc, surtout dans le projet de IA, il faut besoin de beaucoup d'investissement dès le début. Du coup, on n'a pas pris le risque. Du coup, l'endommagement n'était pas trop important, mais c'est quand même que le projet n'a pas pu arriver au bout. Donc, je voudrais aussi savoir, quand vous fassiez ce genre de risque, comment vous gérez pour l'entreprise puisse survivre et continuer. Moi, je donnerais une réponse. Elle peut ne pas survivre et puis c'est comme ça, c'est la vie. Au tout début de la création de ma boîte, on a eu effectivement un conflit d'associés. La boîte a failli s'arrêter. Et c'est justement, en l'occurrence, Romain Nicoli, dont je parlais, qui a réussi à intervenir et à dénouer la situation. Mais une start-up, c'est jamais qu'une start-up. Ce que je veux dire, c'est que si elle s'arrête au bout de 6 mois, c'est pas un drame non plus. Donc, je pense qu'il ne faut pas être trop attaché à tout ça et se dire, bon, bah, si parfois il vaut mieux tirer une croix sur un projet et passer à autre chose. Et même au-delà des conflits, parfois, je pense vraiment qu'il faut arrêter les frais. Il faut se dire, là, ça ne va pas, c'est trop risqué ou ça ne marche pas assez bien. Il faut juste arrêter. Il n'y a pas de honte à arrêter. Et un corollaire, c'est vraiment de très, très forts conseils que je vous donne. Ne mettez pas d'argent dans votre boîte. Ou alors, si vous en mettez, mettez-en très peu par rapport à votre patrimoine. Déjà, quand vous consacrez à votre boîte, vous avez une perte de chance, une perte d'opportunité, parce que vous gagnez beaucoup moins que dans une boîte où vous avez un salaire. Donc déjà, pour vous, c'est un coût. On ne le voit pas, on ne mesure pas, mais c'est un coût énorme, un coût d'opportunité. Donc n'allez pas en plus, s'il vous plaît, en tout cas c'est mon conseil, vous mettre une dette ou mettre vos économies dans la boîte. En termes de gestion du risque, ça me paraît très, très malsain. Bah oui, je suis d'accord sur le fait que, en tout cas, quand on débute, on se met en tête que c'est celle-là, c'est la bonne, il faut que ça marche. Alors que dans les faits, la norme, c'est que une startup, ça se crache à un moment. Et ça peut se cracher pour un nombre de raisons littéralement incalculables. Et une grande partie de ces raisons sont hors du contrôle des fondateurs. Par exemple, nous, la guerre en Ukraine, bah, c'est pas nous, hein, mais ça nous a fait perdre 2,5 millions en levée de fonds. Parce que les fonds, ils ont dit c'est trop compliqué. On était à 2 semaines de la signature, bah hop, plus de fonds. Et heureusement qu'on avait un peu de trésor grâce à nos amis de la BPI, merci. Mais si on ne les avait pas eus, parce qu'on était un peu moins deep tech, parce qu'on avait dit on fait l'appel à projet plus tard, tant pis, et ben cette version d'entreprise aurait fermé. Mais la matière grise, l'API, ou alors juste l'idée, l'énergie qu'il y a derrière, elle ne meurt pas. Elle peut se transférer à un autre véhicule, à une autre boîte, que ce soit sur la même idée, sur le même process, sur autre chose, avec les mêmes personnes ou des personnes différentes, parce qu'il y a eu une divergence d'intérêt. Il ne faut pas oublier que c'est les gens derrière la boîte qui font que la boîte, elle continue ou pas. Et que administrativement, l'entité peut se terminer, être réouverte aux USA, etc. Donc voilà, pas trop se prendre la tête là-dessus. Ça arrive tous les jours. Sans rentrer trop profond dans la psychanalyse non plus, je sais pas, est-ce qu'il y a une question que vous auriez posée, puisque chacun vous avez eu un conflit cofondateur, est-ce qu'il y a une question que vous auriez posée peut-être rétrospectivement, qui pour les fondateurs dans la salle permet d'avoir la discussion difficile plus tôt plutôt que plus tard? Je vais citer François Hollande. Je crois que c'était François Hollande disait quelque chose comme l'argent qui corrompt, l'argent, enfin le pouvoir corrupteur de l'argent. En fait, si je complétais ce que disait François Hollande, c'est un truc qui corrompt peut-être encore plus fort, c'est l'argent qu'on n'a pas encore. C'est-à-dire l'espoir fou de devenir très riche, de faire une start-up qui va avoir une valorisation incroyable, avec des montants que personne n'a sur son compte en banque. Ça alimente des fantasmes qui sont très malsains. Et ça ne révèle pas toujours les meilleures facettes de la nature humaine. Et donc, en début de projet, on fantasme, on imagine des trucs. Comment est-ce qu'on va se partager les dizaines ou centaines de millions de dollars qu'on n'a pas encore? Donc, attendez donc d'avoir les centaines de millions de dollars avant de vous chamailler. Mais juste si je push back un tout petit peu, Christophe, justement, Gabriel, tu parlais en gros de ton pacte actionnaire, du nombre d'actions, etc.
et que c'était important de y réfléchir avant, mais ça correspond, enfin, c'est à peu près pareil, hein, se partager les centaines de millions de dollars, ça va être selon ces lignes-là. Donc, c'est justement cette discussion-là. Est-ce qu'on n'est pas obligé de l'avoir tôt, même si peut-être pas en les termes de quand on vendra la boîte, mais plutôt dans les termes de comment. Enfin, il faut quand même l'aborder, cette question, non? Quand tu écris ton pacte ou quand tu écris tes statuts. Oui, enfin, certes, mais il faut, je pense, aussi avoir une discussion franche en disant que c'est éminemment improbable qu'on les ait, ces centaines de millions de dollars. En gros, si vous ne faites pas une start-up pour devenir riche, ne le faites pas. Allez dans une boîte normale où vous aurez, je sais pas, chez Amazon ou Google, vous aurez des actions, je sais pas quoi, mais ne créez pas une start-up. Si vous créez une start-up pour devenir riche, à mon avis, vous faites erreur. Ou alors allez dans un VC. Enfin, un VC, il a plein de fusils avec plein de cartouches. Sur un fonds, j'imagine qu'ils ont 10 investissements. Ils espèrent qu'il y ait une licorne, 2 qui marchent bien, et le reste va partir à la casse. Vous, quand vous êtes à la tête d'une start-up, vous n'avez qu'une cartouche, c'est vous. Et donc, ça vous fait une belle jambe qu'il y ait une licorne dans le fonds qui vous alimentez, si ce n'est pas vous. Parce que le fonds, il va aussi avoir intérêt à vous pousser à aller très vite pour se confronter à ces tests et voir si vous êtes la licorne ou pas. Et donc, il y a quand même une forte probabilité d'échec, même en étant soutenu par un fonds. Et il y a un peu un mythe où on dit on célèbre les levées de fonds, etc. Et sur LinkedIn, vous avez les trucs, les posts, les machins. Super, formidable. Déjà, vous ne connaissez pas les conditions du deal. Deuxièmement, rendez-vous 3 ans plus tard. Enfin, j'en ai vu beaucoup des startups qui sont cassées la figure. C'est quand même la norme. Mais je pense que donc, pour LinkedIn, oui, d'expérience, on peut diviser par 2 en moyenne les messages de levée de fonds. Et puis l'entrepreneur aujourd'hui, pour moi, c'est un peu le trader des années 90 dans le sens où c'est à la mode et c'est très attractif parce que bah ouais, dans les réseaux sociaux, on voit plein de trucs trop cool, c'est génial, etc. Par contre, oui, la réalité, c'est que ça va être très dur, ça va être très long et la probabilité de ne pas gagner d'argent, elle est au-dessus de 95%. Et au-delà d'être très, très négatif, en tout cas moi, de mon expérience, quand on s'associe avec quelqu'un, même si c'est plusieurs quelqu'un, c'est important dès le début d'avoir des discussions très franches, très honnêtes, sur bah, qu'est-ce qu'on cherche. Est-ce qu'on veut devenir milliardaire? Pourquoi pas, hein. C'est peut-être pas la meilleure idée, mais c'est peut-être une ambition. Est-ce qu'on veut révolutionner l'accès des patients à certaines thérapies géniques parce qu'un narratif quelconque ou parce que ça nous intéresse? Est-ce qu'on veut le faire en 1 an, en 10 ans, en 20 ans? Est-ce qu'on veut rester en France parce que le marché français, ça nous suffit? Est-ce qu'on veut à tout prix devenir le Bill Gates de la pharma? C'est important de savoir ça et de savoir, ben, dès le début, qu'est-ce que les gens sont prêts à faire. Je ne veux pas travailler le week-end, ça ne m'aime à rien. Je ne suis pas prêt à déménager aux USA, pourquoi pas. Mais il faut en être sûr dès le début et aussi se rappeler que faire une mesure à un point donné, c'est bien, mais tout le monde change. Et du coup, si c'était à recommencer, ces discussions-là, je les sanctuariserai au moins annuellement bah, pour tenir compte du fait qu'on est dans une moulinette, littéralement, et que du coup, ce qu'on se dit le premier jour avec les piles complètement pleines, après 1 an ou 2, ça peut vraiment changer. Ou parce qu'on a des problèmes familiaux, ou parce qu'on n'a plus envie de faire ça, mais qu'on veut aller chez Amazon pour être plus tranquille et changer de plan de carrière. Et très souvent, à cause, on va dire, du miroir des réseaux sociaux, ou parce qu'on aime bien dire en soirée qu'on est entrepreneur, etc., eh ben, on ne se l'avoue pas, ou on ne veut pas l'avouer aux autres. Et ça crée, en tout cas, dans plusieurs cas que j'ai pu observer, les conflits dont on parle souvent quand les associations sont plus d'accord entre eux. Donc en tout cas, voilà, avoir des discussions franches et les avoir régulièrement, ça serait un conseil pas cher que je pourrais donner aujourd'hui. Oui, mon impression, c'est que les gens que je croise et qui créent des startups ont pour premier objectif de ne pas avoir de patron. Et comme deuxième objectif, de pouvoir dire qu'ils sont en train de créer une startup. Alors, question, est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est bon? Alors dans mon cas, vous pouvez demander à mon papa si j'aime l'autorité, mais du coup, il y a quelque chose dans le je veux être mon propre patron, c'est établi. Quand j'ai fait mon doctorat, j'ai cherché mes directeurs de thèse pour être sûr qu'ils me foutraient la paix, pour être très poli.
Ensuite, j'ai essayé de travailler en start-up, même en petite équipe, et j'avais très souvent des désagréments, on va dire, avec l'autorité. Et donc, du coup, il y a une forme de gestion que je recherche dans, on va dire, l'entrepreneuriat. Encore une fois, start-up, deep tech, c'est une forme d'entrepreneuriat, mais je sais que je serais aussi satisfait du côté créatif si je ouvrais un restaurant, par exemple. Dire en soirée que je suis entrepreneur, ça ne me fait vraiment ni chaud ni froid. C'est le format que j'ai trouvé, en tout cas, pour développer une techno en laquelle je crois. Et je pourrais le faire au CNRS, par exemple. Alors, je reviens. Est-ce que le fait de ne pas vouloir avoir de chef est un élément favorable à la réussite de la start-up ou au contraire contre-productif parce que finalement on est prisonnier des clients, on est prisonnier des fournisseurs, on est prisonnier des banquiers et au lieu d'avoir un chef, en fait on en a une demi-douzaine. Bah, je dirais que c'est en effet une belle illusion de penser que c'est la liberté de faire une start-up, parce qu'il n'y a rien de plus, on va dire, enfermant que des investisseurs, que des potentiels clients, que une roadmap pour arriver à un marché. Et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de ces choses-là. On est assez libre, en tout cas au labo, dans nos bureaux, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à défricher. Mais je sais très bien que le jour où notre produit il sera stable, où on aura beaucoup d'investisseurs et il faudra exécuter, bah, c'est le jour où je partirai parce que moi, je ne me mesurerai plus. Et donc, il faut bien avoir conscience de ça. D'accord, donc si on fait le tour, il reste plus qu'une seule motivation pertinente, efficace, qui est l'intérêt qu'on a pour le projet, pour le contenu du projet. En tout cas, moi, c'est le principal intérêt que j'ai pour me fatiguer autant, on va dire, dans ce format de travail. Et alors moi, j'ai un éclairage très différent. Et aussi, on est très différents. Déjà, en soirée, moi, les soirées, je les passe avec ma fille de 8 ans à regarder des dessins animés. Donc, elle, ça ne m'intéresse pas que je fasse une start-up et s'en fiche. Et quand vous dites ne pas avoir de chef, en fait, moi, je pense qu'un chef, c'est plein de vertus. Et un chef, c'est pas quelqu'un qui vous donne des coups de bâton, c'est quelqu'un qui vous fait progresser. Donc, moi, mon objectif, c'était justement de recréer une gouvernance où j'ai des gens qui, à la fois, me challenge, m'aident, mais aussi me contrôlent. Et notamment, moi, je suis pris en sandwich entre des gens qui me sont attachés, qui sont brillants, que j'ai recrutés, et je ne peux pas leur raconter n'importe quoi. Et en fait, je suis tout le temps on stage. C'est-à-dire que si je ne suis pas à la hauteur, je m'en rends compte très vite. J'ai une présidente d'un comité stratégique avec qui j'ai des points réguliers qui m'évalue aussi. J'ai des réunions trimestrielles avec un comité, avec des gens comme Romain Nicoli, dont j'ai déjà parlé. C'est des gens exigeants, j'ai des clients exigeants. Donc, pour moi, c'était très important, justement, de ne pas partir en roue libre sans levier de contrôle. Et j'ai même poussé la démarche jusqu'à mettre en place des procédures de whistleblower. C'est-à-dire que si moi je dérape, je veux que n'importe qui dans l'entreprise puisse contacter en l'occurrence la présidente de mon comité stratégique pour signaler une dérive. Donc moi, je considère que justement, les modes de gouvernance sont très importants pour stabiliser une boîte et favoriser son développement. C'est formidable, mais j'y crois qu'à moitié, parce que notre motivation de la startup, c'est je suis propriétaire, donc je commande. Et comme chacun sait, même quand le chef a tort, le chef a raison. Alors, non, enfin, en l'occurrence, non, enfin, ça ne marche pas très longtemps, hein, parce que si j'ai tort, et si j'envoie la boîte dans le mur, j'ai plus de cash. Enfin, non, franchement, là, enfin, on peut en parler autour d'un verre, hein, mais moi, je suis pas aligné avec ça. Les choses sont jamais aussi nettes. Quand je dis que le chef a tort, ça veut dire qu'il est contesté sur certains aspects. Mais bon, il faut bien avancer et dépasser ces genres de difficultés. Et in fine, c'est le chef qui décide. Bah, non, et vraiment, j'insiste. Moi, au contraire, vous voyez, j'ai eu à cœur de créer un comité de direction avec 2 personnes qui me sont attachées, qui sont très seniors. Je les incite à faire du pushback, je les incite à me dire quand je fais des bêtises. Je le fais avec tous les membres de l'équipe. Au contraire, je pense que si c'est un risque pour moi majeur, qui est cette culture du top-down et qu'on n'ose pas contredire le chef. C'est quelque chose qui me fout les chocottes. Très bien. D'autres questions? Vous avez soif? Non?
Si je comprends bien, vous êtes fait très peu financer. Est-ce que c'était un choix délibéré ou est-ce que si vous aviez trouvé des fonds auprès d'un VC, vous les auriez acceptés? Si vous me proposez de façon légale d'être jeune, beau, riche, en bonne santé, moi je dis oui, hein. Non, enfin, il y a c'est une situation qu'on a un petit peu subie. Et puis finalement, on a vécu avec. On s'est rendu compte que ça n'allait pas marcher, donc on a trouvé d'autres voies. Mais si j'avais trouvé l'argent facile avec je ne sais combien de millions d'euros, je m'en serais occupé, hein. J'aurais augmenté mon salaire, j'aurais doublé mon salaire il y a très longtemps, ce que je n'ai pas encore fait. J'aurais réduit le gap avec ce que je gagnais avant chez Amazon. Je ne m'en serais pas porté plus mal, hein. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considériez, considériez, vous voudriez peut-être relever des fonds, pourquoi pas, pour faire grandir le business? Bah, la discussion, je trouve que hier soir, j'avais cette réunion avec justement Romain Nicoli et on disait que finalement, on n'en avait sans doute pas vraiment besoin. C'est-à-dire qu'on allait réussir à financer la croissance vraisemblablement. Et donc, le poids avantage, inconvénient fait qu'on a sans doute une trajectoire possible et intéressante où on se débrouille tout seul. Après, cette situation peut être reconsidérée ultérieurement. C'est à voir. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, on va essayer de se débrouiller tout seul. Puis, il y a une part de constat honnête, c'est que le marché n'est pas du tout favorable à lever de l'argent aujourd'hui. Donc, je dirais nécessité fait loi. En fait, c'est beaucoup plus facile de dire moi, je vais me débrouiller tout seul quand de toute façon, vous savez que personne ne va vous financer. C'est un peu la situation du marché aujourd'hui, en tout cas dans mon secteur. La période dorée où on levait des millions d'euros sur un PowerPoint, elle me semble révolue. Ça dépend du domaine. En tout cas, dans mon domaine. À Station F, il y a eu 6 mois où, quand on avait un PowerPoint où il était inscrit à un endroit NFT, on levait beaucoup d'argent, ce qui était assez énervant. Et pour juste compléter ce que tu disais, je pense qu'il faut adapter les moyens à la fin recherchés. Si jamais on a une entreprise dont on est très content, on a monté, qui présente une croissance et qu'on a réussi à faire vivre avec des clients en conservant un contrôle avec une majorité des parts, et qu'en fait on n'a pas envie d'aller capturer le marché américain ou chinois, bah, peut-être que ce n'est pas la peine d'aller lever des fonds. Et qu'en fait, au contraire, si on veut capturer une majorité du marché mondial parce qu'on sait qu'on va être copié très rapidement et que la seule solution, c'est une accélération qui va être extrêmement douloureuse parce que le fameux scale-up, ben, c'est très compliqué. Et donc, du coup, idéalement, adapter à chaque fois le besoin en levée de fonds à la fin recherchée et éviter de le faire si ce n'est pas essentiel. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit. J'ai tenu, je pense, un discours qui me paraît être un discours de vérité. C'est qu'il y a comme des trucs très, très sympas. C'est-à-dire le fait de créer une boîte, de créer un marché, de créer un besoin, de l'adresser. Et en anglais, il y a cette expression que j'aime bien, on crée quelque chose out of thin air. C'est-à-dire on prend quelque chose et on en fait un produit qu'on vend dans le monde entier. Je ne vais pas vous cacher que parfois, c'est quand même sympa. Je me dis, ce que j'ai créé, ce que j'ai conçu, il y a des gens qui l'utilisent à New York, à Melbourne, à Singapour, qui s'en servent vraiment. C'est au cœur de leur business. Ben, quand j'y pense 2 minutes, je suis content. Donc, il y a quand même des moments chouettes. Il y a plein de trucs qui sont difficiles. Il y a des moments chouettes. Si je reviens sur le feedback, en dehors d'encourager le feedback, comment on s'assure avec la gouvernance que les feedbacks sont pris en compte? En fait, il me semble que la vie ne peut pas être résumée à du processus. C'est-à-dire qu'on peut aider des choses avec des processus, avec de la gouvernance. À un moment donné, il y a un truc qui s'appelle la bonne foi, la sincérité, enfin, avec une part plus ou moins grande de lucidité. Enfin, on dépend de la qualité d'exécution. Est-ce qu'on est sourd, pas sourd? Est-ce qu'on écoute vraiment? Donc, je n'ai pas de réponse par rapport à ça, mais enfin, plus on favorise les feedbacks, si les feedbacks deviennent vraiment convergents, à un moment donné, il y a sans doute un fond de vérité. Je me permets d'avoir une deuxième question. Donc, c'est à la fois pour vous et aussi peut-être pour le professeur. En fait, moi, je travaille dans le domaine de l'IA. Donc, il y a un très grand problème, c'est que le risque de technologie. Aujourd'hui, on ne parle pas que de product market fit, on parle de product, technology, market, cost, fit.
Parce qu'entraîner des modèles, c'est des investissements gigantesques on prend beaucoup de risques. Du coup, la question c'est, hum, euh, est-ce que vous avez des conseils sur comment manager ce genre de risque? Parce que moi, de formation, je suis ingénieur, mais je n'ai pas à côté depuis quelques années. Donc, je ne peux pas m'assurer que comment je peux m'assurer que techniquement, ce que je crois ou ce que l'équipe nous croyons, pourra vraiment adresser sur le besoin du marché avec le prix existant. Donc, Je dirais que dans tous les cas, il y a le tech risk que vous venez de décrire, le market risk, s'il existe ou pas. Si dans votre cas, il n'y a que le tech risk, et ben, c'est ça votre principal problème qu'il va falloir résoudre. Mais a priori, vous avez une idée de comment le contourner. Et du coup, au-delà d'être un problème, c'est un atout. Parce que si vous y arrivez plus vite que les autres, moins cher que les autres, différemment des autres avec un brevet, ben, c'est ça qui vous rend intéressant pour éventuellement lever des fonds ou pour éventuellement capturer une part de marché intéressante. Et après, si ce n'est pas vous la partie technique et qu'il y a un risque technique, ben, une grande partie du travail entrepreneurial, ça va consister à trouver comment on va résoudre ce risque. Comment on va embaucher le expert du secteur qui sait mieux le faire que les autres, ou alors comment on va demander une licence au CNRS sur un algorithme qui contourne le problème. Et en fait, c'est en multipliant peut-être, on va dire, les redondances de solutions, ou alors en embauchant les bons talents, qu'en fait, vous allez mitiger, on va dire, le risque en question. Et votre solution sera peut-être différente des autres, à vous, à un moment, d'y croire suffisamment pour essayer de voir si elle fonctionne. Moi, je peux donner un éclairage. Je ne suis pas compétent sur la partie IA, mais sur la partie prix, sur la base de mon expérience, il y a un super modèle de pricing, c'est willingness to pay. C'est-à-dire, et en anglais encore, la customer intimacy. À quel point est-ce que vous connaissez votre client actuel ou potentiel et comment est-ce que vous comprenez vraiment ses besoins? Je reviens sur le job to be done et je reviens donc sur la valeur ajoutée perçue et donc le willingness to pay. Combien est-ce que ce client ou cette cliente sont prêts à payer? Ça me paraît vraiment crucial. Et en fait, je fais vraiment la part des choses entre le prix et le coût. Le prix, c'est willingness to pay. Le coût, ça regarde que vous. Et parfois, vous pouvez avoir une décorrélation, mais phénoménale, entre le coût et le prix. Et cette connaissance intime du client, pour moi, c'est ça qui vous amène sur le pricing. Et ensuite, à vous de voir comment est-ce que vous pouvez trouver un truc adapté. Mais cette customer intimacy, cette connaissance du client, le fait de passer du temps avec les clients, de comprendre leurs besoins, de job to be done, c'est, je pense, un facteur clé de succès. Une dernière question avant qu'on passe. Il y a un cas de figure quand même très très simple où le génie de la startup, c'est de faire rendre un service qui existe ou un produit qui existe et de le faire, je dirais, bêtement moins cher. Là, le pricing, il est tout défini. On sait qu'on ne pourra pas vendre plus cher à la concurrence et ce qu'on gagnera, c'est la différence entre le coût qu'on aura abaissé au maximum et le prix du marché. Encore une fois, j'ai un avis différent. C'est-à-dire que je pense que votre raisonnement est valide sur des marchés en gros de commodité. Et en fait, il y a donc deux choses dans la vie dont je me méfie, c'est les idées et les commodités. Vous ne voulez pas être une commodité. Vous ne voulez pas être une commodité où là, vous êtes soumis à la loi du département achat, des appels d'offres, etc. Vous voulez être spécifique. Et dès lors que vous n'êtes pas une commodité, tout change. Et donc, c'est là où vous créez le besoin, il n'y a pas de prix, et du coup, mon argument, de mon point de vue, redevient valable. Je reviens sur ma présentation de début, mais je reviens sur ma présentation de début où je vous parlais de la boîte en vous disant qu'est-ce qu'on sait faire et finalement à quoi ça sert. C'est cette compréhension intime de
la valeur ajoutée qui va être perçue par le client. Bah, je peux vous répéter ce que j'ai dit. Ça dépend parfois des clients, des géographies, mais à un moment donné, enfin, si vous avez de la chance ou du talent, vous allez trouver. Il y a quelqu'un qui, vous allez trouver un cas d'usage et il a dit ah ouais, et ça marche. Très bien. Ah, Jean-Pierre, question? Une question très différente, une question conjoncturelle, c'est quelle est l'incidence sur vos activités de l'environnement politique actuel en France? Alors, je ne m'arrêterai pas sur la France, pour être franc, parce que dans le monde, il y a un autre pays qui pèse beaucoup, qui s'appelle les USA. Et le contexte géopolitique global, il faut le prendre en compte. Tout à l'heure, je disais ma petite histoire de l'Ukraine, mais le plan de protectionnisme de Joe Biden, et notamment l'arrêt des collaborations avec des entreprises chinoises pour tout ce qui est biotech américaine, ça a un impact sur le marché de la biotech française, sur les levées de fonds des biotech françaises. Et donc, du coup, au-delà du fait que les acteurs américains regardent quand même avec un œil circonspect le contexte politique en France, ça va peut-être jouer sur justement toutes les aides non dilutives qui seront accordées aux startups à l'avenir, en fonction de si elles font de la recherche, de l'IA, du climat ou des choses comme ça. Mais il faut, si l'idée c'est d'aller lever des fonds auprès de gros fonds étrangers, européens ou américains, avoir un œil sur l'actualité globale. Et c'est assez compliqué, pour être franc, d'arriver à prédire qu'est-ce que un acte, un événement ou une décision politique à un endroit donné va avoir comme effet sur les temps courts et sur les temps longs pour des levées de fonds, pour des accès marchés ou des choses comme ça. Dans mon domaine, un autre exemple, il y a une boîte qui avait beaucoup de succès, qui a levé 50 millions aux USA, tout le monde est très content, racheté par Merck Millipore pour 90 millions pour développer leur technologie acoustique en un produit. Donc Merck avance, avance, avance. Et un mois avant de sortir le produit en question, Thermo Fisher, donc leur rival, sort un produit, pas la même techno, mais qui fait la même chose. Okay, donc même besoin client. Et un mois, ça a suffi à faire en sorte que le produit de Merck, la technologie géniale, est rangé dans un placard et le projet est terminé. Parce que on a perdu le marché. Et donc du coup, il faut se tenir au courant donc, de l'actualité, on va dire, géopolitique, se tenir au courant de l'actualité marché pour le produit qu'on veut adresser. Et je pense que c'est le rôle des décideurs qui doivent justement, on va dire, générer une politique et générer une direction, une vision pour l'entreprise, d'être, à défaut d'être clairvoyant, très bien conseillé par des comités de gouvernance, par des advisors, par des mentors dans ce domaine-là, enfin, dans ces domaines. Et dans mon cas, je distinguerai la top line et la bottom line. Sur la partie top line, nous, en gros, on est complètement étanche à ce qui se passe, des guerres, des trucs, des machins. Même le fait que certaines boîtes de la tech se soient un peu cassées la gueule, notamment dans le cas du e-commerce, c'est favorable parce que Amazon récupère des morceaux, Amazon continue de grandir. Nous, notre sous-jacent, c'est Amazon. Donc, tant qu'Amazon continue à se développer dans différentes catégories dans le monde entier, tout va très bien. Par contre, et donc on est complètement imperméable au contexte français. Et nous, on vend très peu en France. Par contre, notre structure de coût, elle est en France. Et dans les échos ce matin, il y avait des rumeurs de remise en cause du CIR. Ça, c'est potentiellement catastrophique. Et quand on préparait cet événement, un des messages sur lequel on était d'accord, c'est de dire que l'écosystème français est public et super. Et il y a moi, j'ai beaucoup de gratitude pour beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui ont créé les conditions pour aider des boîtes comme les nôtres à se développer. Et la remise en cause de certaines règles du jeu, comme le CIR, ça peut avoir des conséquences vraiment catastrophiques. C'est-à-dire ce changement de règles du jeu au cours de la vie de la startup. Puis là, un moment où les Américains commencent à comprendre que c'est intéressant de faire de la deep tech en France parce que c'est moins cher. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir à... Et donc, on vous invite pour un petit cocktail Espace Carré, qui est juste en bas des escaliers, à droite. Merci. De vous.